Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa, c'est Radonga. Aujourd'hui, ça y est, on fait une nouvelle histoire de joueur. Je vous avais dit que ce joueur serait mystère, vous avez donc vu dans le titre que c'est Radonga, le Brésilien. Je vous annonce déjà que le prochain, donc j'ai regardé vos propositions, j'ai décidé pour la prochaine vidéo de faire Levin, mais j'ai vu que dans vos propositions, il sortait Levin, Cruyfford, Schneider principalement. Il y avait aussi un petit peu de Naturezza, donc ça sera voilà, ces 4 joueurs, ça sera les premiers que je vais faire. Et après, on verra pour la suite. Mais comme cette vidéo va être très longue, on attaque rapidement. Pourquoi Radonga? Parce que c'est mon avatar. Parce que c'est un joueur qui est assez important dans le manga et qui est très peu connu des joueurs, des passionnés de Captain Tsubasa et des joueurs de Captain Tsubasa Dream Team. Donc je me suis dit que ça serait sympa quand même de le faire assez tôt. Qui est Radonga? Radonga, c'est un milieu brésilien qui a certainement été créé alors à partir du milieu de terrain Rai, qui était un milieu de terrain qui a joué notamment au PSG. Certainement mélangé avec Dunga, parce que Rai, bon, il y a pas mal de points communs avec lui, mais il y a Dunga qui était vraiment dans le même style de jeu que Radonga. Dunga qui était un milieu assez blanc de peau d'ailleurs, un milieu défensif et capitaine du Brésil. On va voir que d'ailleurs Radonga est capitaine du Brésil. Et quant à Rai, il a joué à Sao Paulo, il était aussi milieu de terrain comme Radonga, donc je pense que Radonga c'est Raidunga en fait, hein, tout simplement. Alors ce personnage de Radonga, il apparaît pour la première fois dans Road to 2002, au premier chapitre, donc dès le début, donc il y a vraiment une volonté de Takahashi de vraiment faire connaître ce personnage, de marquer les esprits dès le début de Road to 2002, mais ça arrive assez tard quand même dans le manga. Road to 2002, c'est juste après la Coupe du Monde Espoir, donc World Youth. Il va réapparaître quelques fois dans Road to 2002, on va surtout le voir dans En la Liga, qui est une série de Captain Tsubasa qui arrive après Golden 23. Donc Golden 23, on ne le voit pas. Il arrive dans En la Liga. Et bien sûr, on va le voir dans Rising Sun pour les JO. Donc Radonga, c'est un joueur de Sao Paulo. Il porte le numéro 10, c'est le capitaine. Et quand Tsubasa arrive à Sao Paulo, Radonga est largement, on apprend qu'il est largement supérieur à Tsubasa. D'ailleurs, bon, il est capitaine de Sao Paulo, mais même capitaine du Brésil, hein, l'équipe adulte, l'équipe A. Il faut savoir que Tsubasa arrive donc à 15 ans au Brésil, mais il ne va devenir pro que 2 ans plus tard. Au début, il joue au Sao Paulo Junior. Donc, quand il devient, Tsubasa va s'entraîner, il devient pro. Et c'est Radonga qui va entraîner Tsubasa à partir de ses débuts pro, qui va le faire progresser, qui va lui apprendre vraiment le foot brésilien, enfin qui va continuer la formation de Roberto Hongo. Et d'ailleurs, Tsubasa lui-même reconnaît l'importance de Radonga dans le manga, et il reconnaît clairement que ça a été un mentor aussi important que Roberto. Et quand on sait que Roberto, il l'entraîne depuis tout petit, c'est lui qui lui a appris la retournée, qui lui a appris la fameuse retournée acrobatique qu'il fait souvent, qui lui a appris le drive shoot, qui lui a appris le skywing shoot, la plupart de ces techniques. Hein. Bon, après, il y a celles qui copient à ses adversaires, mais toutes celles qu'il fait au début de sa carrière, ça, c'est Roberto. Il donne un carnet avec tous les conseils sur le football et il nous dit que ce Radonga a eu autant d'influence. Donc c'est dire l'importance de ce joueur. Et d'ailleurs, donc au début pro de Tsubasa, Radonga va demander à toute l'équipe Tsubasa pour ses débuts pro face à Corinthians. Donc ouais, c'est vraiment un soutien psychologique, vraiment un mentor pour Tsubasa. Le premier match pro d'ailleurs, il se fait donc, il a 17 ans, Tsubasa, il va jouer milieu offensif et Radonga sera derrière en tant que milieu défensif, sachant que Pepe, lui qui est en équipe junior avec Tsubasa, lui ne passe pas encore, il passera pro plus tard. Donc ce match, c'est Tsubasa qui va de suite lancer l'attaque, appuyé et soutenu par Radonga. Hélas, Tsubasa se fait prendre le ballon dès le départ, mais Radonga était derrière et récupère le ballon immédiatement. Cependant, il redonne immédiatement le ballon à Tsubasa parce qu'il veut justement que Tsubasa prenne ses responsabilités de meneur de jeu et donc dirige l'équipe de Sao Paulo. Du moins le jeu de l'équipe de Sao Paulo. Résultat du match, qu'on ne voit pas vraiment en détail dans le manga, énormément de détails, c'est une victoire
de Sao Paulo avec un but et 2 passes décisives de Tsubasa. Et Radonga, pour fêter ça, va offrir à tout le monde des boissons de guarana. C'est la boisson fétiche de Radonga. Et puis, juste après ça, là il y a une sorte d'ellipse, hein, on ne les voit pas jouer plus longtemps ensemble, on ne sait pas exactement d'ailleurs combien de temps ils ont joué ensemble. Et Radonga va quitter Sao Paulo parce qu'il est transféré au Deportivo La Corogne, qui est, alors je vous fais un peu de contexte de football, donc parce qu'il faut bien savoir que Captain Tsubasa, ça se passe à peu près autour des années 2000, hein, parce que ça s'appelle, il y a un arc qui s'appelle Road, donc cet arc-là c'est Road to 2002, donc on n'est pas encore en 2002, et il faut savoir d'ailleurs que même après Rising Sun, les JO, ben, on n'est pas encore arrivé à la Coupe du Monde 2002, donc ça veut dire que tout le manga se passe années 90 et début 2000. Et il faut savoir qu'à cette époque, le Deportivo La Corogne était un des plus importants clubs d'Espagne. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur le contexte du monde du football pour les plus jeunes d'entre vous. Parce que moi, j'ai suivi le foot à cette époque-là. Donc, je connais assez bien. Je vous ferai un petit topo sur le football à cette époque-là pour que vous puissiez situer les équipes. Pourquoi, voilà, quel est le niveau de Barcelone à cette époque, etc. Pourquoi Santana joue à Valence, etc. Et donc, en partant, on revient donc à l'histoire, Radonga décide de léguer le numéro 10 à Tsubasa, il en fait son successeur, et d'ailleurs le capitaine, Tsubasa va devenir, on ne sait pas exactement quand non plus, mais je suppose que c'est dès ce moment-là, il devient le capitaine de Sao Paulo. 3 ans plus tard, et oui, là il y a une énorme ellipse en fait, on ne voit plus, on n'a plus de nouvelles de Radonga. Pendant ce temps, Tsubasa, lui, fait carrière 3 ans à Sao Paulo. Donc 3 ans en tant que pro, hein, il a fait 2 ans chez les juniors, 3 ans chez les pros, et ensuite il est transféré à Barcelone. Et donc Radonga va venir, donc Radonga, je vous rappelle, il joue aussi en Espagne, à Deportivo La Corogne, il va venir visiter Tsubasa à Barcelone, car Rivaol, hein, qui joue en équipe nationale avec Radonga, lui a dit qu'en ce moment, Tsubasa traversait une mauvaise passe. Radonga va donner quelques conseils, mais va surtout lui rappeler qu'il faut prendre du plaisir, que le foot c'est ça, c'est aussi s'amuser, profiter. Et là, ça renvoie à quelque chose d'important dans le manga, c'est la fameuse page 52 du carnet de Roberto, qui, après tous ses conseils techniques, tactiques, lui disait quand même, d'accord, c'est très technique, c'est sérieux, on peut dire que c'est sérieux, c'est complexe le football, mais il faut ne jamais oublier que le football c'est aussi prendre du plaisir. Mais Radonga va plus loin, au-delà de soutenir son ami et son, on va dire, son poulain Tsubasa, il va aussi lui dire que Tsubasa doit gagner le match, le Classico contre le Real, parce que le Classico arrive, parce que le Real enchaîne les victoires, est en tête du championnat, et donc, bien sûr, Radonga, ça lui convient pas trop, parce que lui aussi veut gagner le championnat. Et puis à ce moment-là, Radonga s'en va, parce qu'il doit préparer le prochain match du Deportivo La Corogne contre Saragosse. On ne voit pas le match contre Saragosse, hélas, mais dans une planche qui nous résume les résultats en Espagne et en Allemagne, on apprend qu'en fait, Deportivo a seulement fait match nul 0-0 contre Saragosse. Et on peut dire d'ailleurs de manière générale que dans Road to 2002, hélas, on n'a souvent que des résultats ou des courts extraits des matchs. Je vous donnerai d'ailleurs bientôt mon avis sur tous les arcs du manga dans une vidéo dédiée. À ce moment-là, on n'a plus de nouvelles de Radonga, de toute la phase aller. Et en fait, on va entendre parler de Radonga quand, en fait, durant la phase retour, quand Barcelone va affronter, évidemment, Deportivo La Corogne. Là, évidemment, on va entendre parler de Radonga, et c'est un moment très important parce que c'est l'avant-dernier match de la saison, sachant que le Real Madrid est toujours premier, le Barcelone est juste derrière, il y a encore une chance, je crois qu'il y a 2 points d'écart, peut encore gagner. Donc c'est un moment très important. D'ailleurs, Radonga sent que Tsubasa n'est pas bien, il comprend qu'en fait Tsubasa se sent redevable bien sûr par rapport à son mentor Radonga, et qu'il serait tenté de laisser filer le match. Sauf que Radonga, lui, ne veut surtout pas ça, et pour lui, c'est pas la mentalité qu'il a inculquée à Tsubasa. Et Radonga, qui est un joueur très très intelligent, hein, c'est pas le capitaine du Brésil pour rien, c'est un joueur il est bien sûr de la puissance physique, il a quand même une bonne technique, c'est pas non plus un joueur comme Tsubasa au niveau de la technique, mais c'est quelqu'un de très intelligent, et il va donc provoquer Tsubasa pour le faire réagir, il va lui dire qu'en fait, Tsubasa, il est rien sans Rivaol, que sans lui, il ne vaut rien. Et pourtant, il est motivé, Radonga, il motive ses troupes, parce que
Radunga veut la 4e place du championnat, donc je crois qu'il est 4e à ce moment-là, Deportivo La Corogne est 4e, donc il faut conserver cette 4e place parce qu'elle est qualificative pour la Ligue des Champions et c'est l'objectif du Deportivo La Corogne, maintenant qu'il est impossible de rattraper le Real pour remporter le championnat, ni même Barcelone. Et d'ailleurs, dès l'engagement, Tsubasa décide de foncer vers Radunga, vers son mentor, pour le défier. Mais Radunga, lui, estime que Tsubasa n'est pas totalement digne, il envoie 2 lieutenants, et il dit « passe d'abord ces 2 lieutenants, et après on verra si tu réussis, là tu seras digne de m'affronter directement. » D'ailleurs, Tsubasa va éliminer sans aucune difficulté ces 2 joueurs du Deportivo La Corogne. Alors que Tsubasa est en train de foncer vers Radunga, on voit que Radunga fait juste un geste avec sa main. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais il fait une indication dans son dos. Tsubasa ne va pas jouer la technique et cherche à passer en puissance. Donc directement à passer en force face à Radunga. Vu que ça ne marche pas, il décide de changer et de passer par un geste technique. Sa technique, mais aussi sa puissance, déséquilibre Radunga. D'ailleurs, Radunga est très étonné parce qu'il dit, à l'époque où il a débuté à Sao Paulo, il était loin d'avoir cette puissance. Mais on a vu qu'à Barcelone, il s'est beaucoup entraîné, notamment musculairement, pour avoir le physique d'un joueur professionnel. Donc là, on pense que même Radunga est battu, mais non. On voit qu'il tente un dernier geste, il refuse d'être battu. Et là, il sort un geste, un tacle au ras du sol, qui fait penser d'ailleurs à la submarine défense, à la défense sous-marine, le fameux tacle de Rivaol. Mais Tsubasa arrive encore à esquiver par un saut. Et alors qu'on pense qu'il a enfin gagné le duel, eh bien non, il se fait intercepter par le 2e milieu défensif du Deportivo La Corogne, Silva, qui est aussi un Brésilien. Là, bien sûr, on apprend que, en fait, Radunga, quand il a fait ce fameux geste dans son dos, c'est parce qu'il avait tout anticipé. Et donc, il avait prévenu Silva, donc, de dire, voilà, passe par la droite, il va tenter de me passer par ce côté-là. Voilà, il avait tout anticipé, et là, il lance la contre-attaque avec Silva. Mais Barcelone, bien sûr, s'est déjà regroupé en défense et fait bloc pour empêcher la contre-attaque de Silva et Radunga. Finalement, les 2 équipes se neutralisent, et à la mi-temps, c'est 0-0. Donc là, bien sûr, la pression est à son comble, les enjeux sont très importants. Le Barça veut revenir sur le Real ou doubler le Real et devenir champion, et le Deportivo doit protéger sa 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. En deuxième mi-temps, changement un peu de tactique de Deportivo La Corogne. Les 2 milieux défensifs, qu'on appelle d'ailleurs, vous le voyez sur les screens souvent les volantes, donc les 2 milieux défensifs, Silva et Radunga, vont passer un marquage à l'individuel, Silva sur Rivaol et Radunga sur Tsubasa. Observant ça, Van Sal, le coach barcelonais, qui en fait fait référence au fameux coach Van Gaal, ordonne aux autres joueurs de développer le fameux jeu de passe barcelonais. À l'époque déjà il y avait ce jeu tout en passe courte, sans utiliser Rivaol et Tsubasa qui sont chargés de près. Alors qu'ils font circuler le ballon, les Barcelonais d'un coup déclenchent une attaque qui surprend le Deportivo La Corogne, et donc Radunga demande à Silva de lâcher son marquage de Rivaol et de redescendre pour contrer cette attaque. Xavi transmet au seul attaquant barcelonais, le Hollandais Louis Cal. Alors qu'on pense que Louis Cal va pouvoir marquer grâce à son tir, Silva, donc qui était revenu sur les indications de Radunga, se jette et réussit à contrer de justesse le tir. Mais le ballon revient sur le duo Rivaol et Tsubasa qui foncent, et on a bien l'impression qu'ils préparent une attaque combinée. Et en effet, c'est bien un tir combiné qu'ils tentent de faire, et même Tsubasa, pour rattraper Rivaol, se jette pour faire un tir aérien, une sorte de reprise de volée. Donc, imaginez la puissance de Tsubasa et Rivaol avec un twin shoot de ces 2 gros joueurs, mais bien sûr Radunga n'est pas du tout impressionné et va se jeter en sorte de saut périlleux avant, le talon en avant, pour tenter de contrer ce twin shoot surpuissant. Et il réussit à dévier seul, donc c'est pour montrer la puissance de ce joueur, c'est vraiment un des joueurs les plus puissants de tout le manga. Le problème, c'est que ce choc-là a tétanisé sa jambe, il est incapable de sauter, pareil pour Rivaol. Le seul finalement qui a encore en capacité, qui semble en tout cas en capacité de sauter, c'est Tsubasa. En fait, ce que fait Tsubasa, c'est différent. En fait, lui aussi n'est pas totalement remis du choc, c'est qu'il va tout faire sur la jambe gauche. En fait, il saute de la jambe gauche, et c'est avec la jambe gauche qu'il fait aussi la retournée. En fait, il ne se sert pas de la jambe droite parce qu'il sait qu'elle n'est peut-être pas en état de faire une action. Et cette magnifique retournée finit dans les filets du Deportivo La Corogne, 1-0 pour Barcelone. Finalement,
Voilà. Le reste du match n'est pas vraiment détaillé, dans le manga, n'est pas du tout détaillé. On sait que Barcelone simplement réussit à tenir le score et remporte la victoire. Donc, le titre se jouera, donc c'est-à-dire qu'ils sont encore collés au Real Madrid, et donc le titre se jouera lors de la dernière journée. Mais ça, je vous en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler peut-être cette partie-là si vous ne voulez pas. J'aurai l'occasion de vous en reparler quand je vous parlerai d'autres joueurs donc, du Real Madrid, de Natureza, qui est au Real Madrid par exemple. J'aurai l'occasion de vous parler de la suite. Là, on reste en suspens. Barcelone est encore en lice pour jouer le titre, et Deportivo La Corogne est peut-être en danger pour sa 4e place, même s'il reste une journée. Donc ensuite, on n'entend pas plus particulièrement parler de Radonga, le championnat espagnol s'achève. On ne sait pas d'ailleurs, ce n'est pas précisé la place du Deportivo, on le saura certainement dans l'arc après Rising Sun, après les JO. Entre-temps, dans Golden 23, on va avoir les qualifications asiatiques, et à la fin des qualifications asiatiques, on a un peu des infos sur les prochains Jeux Olympiques et sur les équipes adverses, et on apprend que Rivaol et Radonga rejoignent l'équipe du Brésil pour les JO. Alors là, petite précision, aux JO, comme dans la réalité, dans le manga, c'est seulement les joueurs de moins de 23 ans qui peuvent participer, mais il y a une particularité, c'est que chaque équipe peut faire rentrer 3 joueurs, qui sont 3 jokers, qui ont plus de 23 ans. Ça peut être n'importe qui. Et le Brésil a choisi de faire jouer Radonga et Rivaol, donc qui va être associé notamment à Santana et Natureza, dont une sacrée équipe. Pour préparer les JO, le Brésil U23, moins de 23 ans, plus les joueurs, alors en fait il y a même 3 joueurs, 3 jokers, on le verra plus loin, décide d'affronter la Belgique, la vraie équipe de Belgique, la Belgique adulte. Et ça c'est assez impressionnant parce que le Japon, lui, va se préparer en jouant contre d'autres équipes de moins de 23 ans. Le Brésil, non, sur de son talent, joue contre une équipe d'adultes. Alors la Belgique, je vous rappelle, si vous ne savez pas qu'à l'époque, l'année 2000, c'est une petite équipe, c'est pas du tout le niveau de la Belgique actuelle. Donc je vous l'ai dit, les équipes peuvent intégrer 3 joueurs, on va dire, seniors. Le premier, donc c'est Rivaol, qui est numéro 10 et sera capitaine de l'équipe au JO. Le deuxième, c'est Radonga, qui est milieu défensif. Et le troisième, qui participe à ce match contre la Belgique, c'est Roberto Carlos, qui est en fait Roberto Carlos, que j'appellerai Roberto Carlos, parce qu'en fait c'est Roberto Carlos, c'est Roberto Carlos avec la prononciation japonaise, tout simplement. Et le reste de la team, de l'équipe brésilienne, c'est exactement celle de la Coupe du Monde Espoir, donc avec Alberto, Casagrande, Salinas, Pepe, Léo, Branca et Silva et les autres. À la tête de l'équipe, il y a Aragonès, l'entraîneur, assisté de Roberto. Donc cette fois-ci, Roberto n'est pas l'entraîneur, mais il est quand même assistant. Alors là, le résultat, c'est une victoire facile du Brésil. On n'a pas le score exact, mais on sait qu'il y a eu au moins 3 buts de Santana et Natureza, donc une large victoire du Brésil pour se préparer. Et ça y est, on arrive donc au niveau des groupes. Donc là, vous pouvez voir les groupes des JO. D'un côté, vous avez donc l'Espagne, le Cameroun, l'Amérique et la Nouvelle-Zélande. Donc l'Espagne, qui est le pays hôte, c'est pour ça qu'il a été qualifié d'office. Le groupe B, c'est la France, le Mexique, la Corée et le Ghana. Donc là, on connaît bien la France, bien sûr, de Pierre et Napoléon, le Mexique d'Espadas, et la Corée, qui est une très belle équipe avec Cha et Lee. Donc c'est quand même une belle équipe qu'on avait déjà vue dans le manga. Le groupe C, qu'on appelle dans le manga le groupe de la mort, c'est mérité, le Japon, la Hollande, donc avec Royford notamment, et plus, on verra qu'il y a Davids, un adulte, plus de 23 ans, l'Argentine avec Diaz, et le Nigeria, qui est une équipe très forte, puisque c'est l'équipe qui a gagné les précédents JO, et c'est l'équipe où il y a JJ Oshado, qu'on a vu dans le manga dans Golden 23, qui est un excellent joueur. Et enfin le groupe D, avec quand même 2 gros morceaux, le Brésil et l'Allemagne, la Chine, qu'on a déjà vu dans le manga, notamment avec Xiao, le chinois, qu'on appelle aussi Shunko Cho, qui joue d'ailleurs au Bayern de Munich, donc un très gros joueur, et auquel s'ajoute le Sénégal. Donc de suite, vous pouvez voir, alors on ne va pas rester longtemps là-dessus, mais il y a des absents, il y a des gros absents, il n'y a pas la Suède, par exemple, comme grand absent. Ils ne se sont pas qualifiés, parce qu'il y a très peu d'équipes, vous pouvez le voir, il y a très peu d'équipes européennes, et parmi les équipes européennes, il y a une qualifiée d'office. Donc voilà, il n'y a que 3 équipes
européenne, il n'y a pas la Suède, voilà, il n'y a pas non plus l'Italie par exemple, donc c'est un peu dommage parce qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on aime beaucoup qu'on ne va pas voir dans cette compétition. Dans les journaux, le Brésil est considéré comme le favori grâce à ses 3 adultes, mais aussi à sa paire d'attaquants monstrueuse Santana Natureza, qui ont fait des merveilles dans la Liga, Natureza au Real et Santana à Valence. Bien sûr, et le reste de l'équipe qui est très forte, finaliste de la Coupe du Monde Espoir. Et le premier match, ça va être face à la Chine, enfin le Brésil va affronter la Chine. On ne voit pas Radunga d'ailleurs au début dans les préparatifs du tournoi, dans les discussions, dans les couloirs, etc., dans les discussions tactiques. On ne voit pas Radunga, ni même lors du premier match, alors qu'il est forcément titulaire, hein, vu son importance dans l'équipe. On sait simplement que le Brésil va remporter 6-2 son match contre la Chine. Seuls Santana et Natureza sont montrés. Mais on voit donc ici Xiao, le chinois, qui est quand même heureux parce qu'il dit « je l'ai vu le plus beau dragon ». Pourquoi? Parce que pas dans le match en fait. Donc il a tenté son fameux tir, hein, son fameux contre-coup canon rapide. Hein. Il avait même marqué à Wakabayashi du milieu de terrain grâce à cette technique. Et sauf que là, Natureza a fait un contre-coup au contre-coup canon rapide, ce qui fait qu'il a marqué lui-même d'une incroyable distance et on a vu apparaître un plus gros dragon que d'habitude, et donc Xiao est bon perdant. Xiao qui est un gros joueur puisqu'il joue aussi au Bayern de Munich. Alors là, on voit un petit peu les Brésiliens à la mi-temps de Japon-Argentine. Donc à la mi-temps de Japon-Argentine, il y a 1-0 pour l'Argentine, c'est un très beau match. J'aurai l'occasion de vous en parler quand on fera la biographie de Diaz. Et les Brésiliens, c'est intéressant, font des pronostics. Rivaol pense que le match va se terminer par un 2-2. Roberto, lui, dit que non, il connaît bien Tsubasa, il trouvera des solutions, ils vont gagner 3-2. Et Natureza et Santana, eux aussi, sont d'accord avec Roberto pour la victoire du Japon. Radunga, lui, est plutôt d'accord avec Rivaol, il voit 2-2. Quant à Roberto Carlos, c'est le seul qui donne l'Argentine gagnante. Finalement, c'est Roberto, Santana et Natureza qui avaient raison avec une victoire du Japon 3. Et là, il y a un moment très intéressant, il y a un débrief entre Rivaol et Radunga, deux joueurs très intelligents qui connaissent très bien le football. Ils comprennent que Diaz a joué beaucoup trop perso dans ce match, trop concentré sur son projet de me faire un hat-trick, de marquer, parce qu'il a fait un hat-trick au précédent match, il veut faire des coups du chapeau à tous les matchs, et il veut marquer aussi un coup du chapeau à Wakabayashi, alors que Tsubasa, lui, il a su mieux profiter de ses coéquipiers, et je dirais que de manière générale dans le manga, c'est ce qu'on peut remarquer, c'est que souvent les adversaires de Tsubasa veulent jouer trop perso, comme par exemple Crawford, ils veulent tout faire eux-mêmes, alors que Tsubasa alterne le jeu en équipe et le jeu solo. Donc on fait un point après 2 matchs. Après 2 matchs, le Brésil et l'Allemagne sont déjà qualifiés, puisqu'ils ont 2 victoires, ils sont à 6 points, la Chine et le Sénégal à 0 points. Donc la première place va se jouer entre ces 2 équipes. Et c'est très très important, puisque le premier du groupe va affronter l'Argentine, une grosse équipe, et le deuxième du groupe va affronter le Japon. Donc là, c'est aussi un moyen de choisir son tableau. Donc les deux sont qualifiés, il y a un moyen, au niveau de la stratégie, choisir son tableau et son prochain adversaire. Alors le Brésil va décider de laisser la NRS, c'est-à-dire le trio Natureza, Rivaol, Santana, sur le banc. Et il semblerait que leur objectif est de finir deuxième, car ils veulent affronter le Japon dès les 8e de finale. En revanche, pour l'Allemagne, la logique est totalement différente. Eux, ils veulent jouer la première place, surtout parce qu'en priorité, ils veulent se venger de l'humiliation qu'ils ont eue pendant la Coupe du Monde Espoir. Ils avaient perdu 5-0. Pourquoi? Parce qu'en fait, Schneider et Müller étaient blessés. Évidemment, sans ces 2 gros joueurs, face au terrible Brésil, ils s'étaient pris une raclée. Mais bien sûr, c'est resté en travers de la gorge de l'Allemagne et ils comptent bien mettre une raclée à leur tour et finir premier. D'ailleurs, on apprend que l'Allemagne est composée que de moins de 23 ans. Ils ont vraiment confiance en leur niveau et ils n'ont pas demandé de joueurs adultes comme l'a fait le Brésil. Là, vous voyez la composition des 2 équipes. Radunga est le capitaine pour ce match. Alors, normalement, c'est Rivaol, mais là, comme Rivaol est sur le banc, c'est Radunga. Et donc là, on est face à un match de rêve quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on a le finaliste du tournoi de Paris, hein, du tournoi junior, contre le finaliste de la Coupe du Monde Espoir, et là avec des équipes, pas au complète au début, mais bon, il y a quand même sur le banc Santana, Natureza, Rivaol, mais qui peuvent rentrer à tout moment. Donc c'est un match de rêve, et Takahashi a eu l'excellente idée cette fois-ci de faire le match en version longue, comme si c'était un match du Japon. Cette fois-ci, on n'a pas juste le résultat ou de planche, et vous allez voir que c'est un match tout à fait monstrueux.
Donc là, petite parenthèse, pour vous parler du match qui va arriver, on arrive dans la dernière partie de cette vidéo sur Radunga avec donc le gros match Allemagne-Brésil. C'est d'ailleurs le dernier match que Radunga a fait dans le manga, hein, puisque derrière ce match, on est avec un match du Japon actuellement dans le manga qui n'est pas terminé. Donc bien sûr, on retrouvera le Brésil dans la suite du manga, mais ça va prendre, je pense, plusieurs mois. Mais comme le premier résumé que j'avais fait de ce match était trop long, il durait, je crois, 35-40 minutes. Donc, c'était pas possible de faire une vidéo qui dure 1h20. Donc, j'ai levé ça et je vais faire une vidéo à part. Donc, si vous voulez un résumé complet avec toutes les actions, c'est un match extraordinaire. Moi, je vous conseille vraiment de regarder la version détaillée. Je vous mets le lien en haut. Vous allez sur la chaîne, il y a la vidéo résumée de Allemagne-Brésil. Et si vous avez vraiment envie d'avoir tous les détails. Si vous voulez juste les principaux éléments et surtout le rôle de Radunga, hein, qu'on se concentre sur Radunga, restez ici. Et là, on va donc regarder plus précisément, bon, on va avoir les buts bien sûr, mais plus précisément le rôle de Radunga. Dès l'engagement, Schneider va foncer sur les adversaires, foncer sur le Brésil, il lance l'assaut lui-même. Et là, les Brésiliens comprennent que les Allemands ne sont pas partis pour faire un petit match arrangé, voilà, un petit 0-0 pour se reposer en vue des huitièmes de finale, comme veut le faire le Brésil. Voilà, donc l'Allemagne veut jouer le coup à fond. Et ça va étonner Radunga. Alors, Radunga, c'est quelqu'un d'assez nonchalant hein, dans son caractère. Il force que quand c'est nécessaire, que quand c'est important. Et lui, il est étonné, il ne comprend pas pourquoi, alors que les deux équipes sont qualifiées, quel intérêt d'aller se battre comme ça, d'autant plus que le Brésil semble vouloir affronter le Japon, donc être deuxième. Schneider, dès le départ, il fonce dans le tas, il fait son dribble en ligne droite, il va éjecter 3 joueurs brésiliens par son jeu, tout en puissance. Ça ne va pas plaire du tout à Radunga, hein, qui va vouloir calmer Schneider, il va se mettre sur la trajectoire, et là, Schneider, on dirait qu'il va faire une feinte, en fait, au départ, et il se ravit s'il fait une passe en arrière. Donc là, on ne sait pas si... Alors, Radunga lui dit, bon, ça y est, j'ai fait comprendre à Schneider, il se calme, ils vont jouer plus tranquille. En tout cas, on voit bien que Schneider n'a pas tenté de passer en puissance face à Radunga. Donc certainement que soit il a été impressionné parce que dégager Radunga, soit il connaît bien sûr la réputation de Radunga. Je pense que c'est ça, Radunga c'est quand même le capitaine de l'équipe A du Brésil, hein, l'équipe adulte. Donc moi je pense que c'est plutôt ça qui a arrêté de suite Schneider, mais ça montre hein, la puissance, la notoriété de Radunga. Et Schneider va la passer à Kals. Là, Radunga pense que c'est pour calmer le jeu, pas du tout. Là, Kals va lancer le ballon en attaque et on va avoir une succession d'offensives. La première mi-temps, c'est une succession d'offensives allemandes. Le Brésil est totalement dépassé et on va avoir 3 buts, un triplé de Schneider dès la première mi-temps, un but en reprise du gauche, un but avec le fire shoot du pied droit et un but de la tête. Ça va beaucoup impressionner Yuga qui se dit, ben voilà, c'est ça que je dois viser, c'est ça un attaquant de top niveau. Je vous rappelle que Schneider joue au Bayern de Munich, alors que pauvre Yuga joue en 3e division italienne. Donc il y a quand même pour l'instant un fossé entre les deux joueurs au niveau de leur carrière. Et Salinas va être un vrai trou, une vraie passoire pendant toute cette première mi-temps, il va faire aucun arrêt. C'est quand même un peu triste. À la mi-temps, le coach brésilien Aragonés va laisser le choix tactique aux joueurs. Il va dire, vous avez deux possibilités. Soit on laisse filer le match, on finit deuxième comme on voulait, on joue contre le Japon. Soit vous avez un peu d'orgueil, enfin vous avez envie de relever la tête et on joue le coup à fond. Sauf que les joueurs sont partagés. Chacun défend son avis, mais il n'y a pas de consensus. Donc Radunga, qui est quand même un leader dans le vestiaire, va dire, ben, vu que les avis sont partagés, on va laisser l'avis à Rivaol, qui est quand même notre capitaine. Parce que oui, en première mi-temps, c'est Radunga le capitaine du Brésil, parce que Rivaol est sur le banc. Mais Radunga, quand même, reconnaît que c'est Rivaol le capitaine. Alors, ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est qu'en équipe Brésil A, il y a Rivaol et Radunga, mais là, c'est Radunga le capitaine. Hein, vous voyez, d'ailleurs, c'est assez marrant, je trouve. Et Rivaol, Rivaol, on va le voir, il va décider de jouer l'attaque, de tenter de remonter, puisque dès la deuxième période, on voit Santana et Natureza sur le terrain. Rivaol reste, lui, sur le banc de touche, à s'échauffer, parce qu'il n'avait pas commencé à s'échauffer en première mi-temps, contrairement à Natureza et Santana. Là, ça va totalement changer, ça va être maintenant le Brésil qui va totalement dominer. On va avoir un gros tir, hein, le jumping arrow shoot de Santana, mais qui est arrêté par Müller, qui va faire un match extraordinaire, vous allez le voir. Les Allemands, voilà, ça revigore les Allemands, cet arrêt de Müller, ils se disent, bon, on s'en fout, il y a beau avoir les meilleurs joueurs maintenant sur le terrain, à part Rivaol, on va quand même écraser le Brésil 6-0 pour se venger de la Coupe du Monde Espoir,
Ce qui va pas du tout plaire à Radunga, vous pouvez le voir en bas là, il n'est pas du tout content, lui il dit attendez, un peu de respect pour le Brésil, et il va foncer sur Chester et lui prendre le ballon d'un tacle rageur, alors que Chester est un des meilleurs joueurs de l'Allemagne au niveau technique, mais même un des meilleurs joueurs du monde. Si vous avez vu ma vidéo sur les stats des joueurs dans le manga, vous avez pu vous aussi être impressionné du niveau de Chester, un des meilleurs joueurs de tout le manga. Et pourtant, Radunga le balaye très facilement. Et il explique voilà, le changement, son changement de style. Radunga, il dit voilà, quand je me mets sérieusement dans un match, vous voyez le résultat. Donc c'est quelqu'un qui peut hausser son niveau de jeu si nécessaire. Il passe le ballon à Léo, qui mène l'équipe, qui est un peu le meneur de jeu de cette équipe tant qu'il n'y a pas Rivol sur le terrain. Il va encourager son équipe à marquer rapidement un but. Donc vous voyez, c'est vraiment un capitaine, un meneur. Là, il va avoir une très très belle action. Ensuite, voilà, il y aura plusieurs actions, mais l'action principale qui va nous intéresser, ça va être une action avec un débordement de Roberto Carlos, qui va s'achever par un tir de Santana, repoussé par Müller, mais qui est repris par Pepe. Et oui, Pepe marque un but, comme quoi il est passé totalement inutile. Et ça fait 3-1. Voilà. Ça y est, peut-être on est au début de la remontada. C'est à ce moment-là que Rivol fait son entrée. Et ça va de suite changer le jeu, puisque là, ça va être une grosse domination brésilienne. Dès le début, Rivol fait une magnifique passe dans la surface, une longue passe, très longue passe, qui arrive dans la surface sur Natureza. Müller se met sur la trajectoire pour empêcher le tir, sauf que Natureza est très intelligent. Cette fois-ci, il ne va pas passer en puissance, il a vu la résistance de Müller depuis le début du match. Il va faire une petite balle en cloche et le ballon va rentrer doucement dans la cage. Donc ça fait déjà 3-2, la remontada est en cours. Sur les actions suivantes, on va avoir Natureza et Santana qui vont déclencher leur nouveau tir travaillé en duo. C'est une association du tornado shoot, les deux joueurs font le tornado shoot de leur côté, le Raijo shoot de leur côté, après le tornado shoot, et ensuite ils fusionnent ça avec le contre-coup canon rapide, le tir du chinois Xiao, pour fusionner la puissance de ces deux doubles tirs. Donc ça fait un tir absolument monstrueux qui s'appelle le Full Metal Phantom. Et même si Müller est sur la trajectoire, il va se faire arracher la main, il va même se faire casser des doigts sur ce tir. Voilà, donc bien sûr les Brésiliens sont contents, hein, ça fait désormais 3-3. Et au même moment, on voit que, sur le bas de l'image, vous voyez que Radunga va donner le brassard à Rivol. Il y a un respect quand même de Radunga qui dit bon, on a un peu de temps, bah, c'est quand même toi le capitaine de cette équipe. Müller, bon, est blessé, mais il va se faire bander la main. Il ne peut plus attraper le ballon de la main gauche, mais il peut quand même boxer. Il est bien décidé à ne plus prendre de but. Sur l'action suivante, Rivol va tirer son fameux tir du gauche très puissant du côté de la blessure de Müller, mais Müller utilise avec la main opposée pour capter le ballon d'une seule main. Hein, il est très fort, ce Müller, et il ne va pas s'arrêter là, puisqu'il va faire une sorte de petite pirouette pour se remettre sur les pieds, et il va lancer l'attaque. Oui, Müller lance une offensive, balle au pied, il va faire une action extraordinaire, il va dribbler Pepe, puis il va éviter le tacle de Radunga. Sauf que Radunga, vous pouvez le voir, il dit « Non, non, tu peux pas me dribbler aussi facilement, c'est un tacle en deux temps. » Et avec son pied arrière, enfin, il va pivoter avec son pied, et il va faire un deuxième tacle. Sauf que, bon, il y a un peu un tacle par derrière, d'ailleurs, on peut remarquer, mais Müller est vraiment bon balle au pied. Il va bloquer le pied de Radunga avec son propre pied gauche. Et il va continuer sa percée, qui s'achève par une très longue passe en attaque pour la reprise de volée de Schneider dans la surface de réparation. Mais Alberto et Casagrande sont totalement dépassés et vont tenter de faire faute sur Schneider pour éviter de prendre un but, quitte à se prendre un carton, etc. Sauf que Schneider ne lâche pas l'affaire et avec le pied droit, là, alors qu'il est en total déséquilibre dans les airs, il va réussir à mettre un petit coup de pied, une sorte de pointe, je suppose, et il va marquer. Donc, preuve encore que le pauvre Salinas est devenu une vraie passoire, d'ailleurs, et ça fait 4-3. Alors on croyait que le Brésil allait repasser devant, mais non, c'est l'Allemagne qui à nouveau passe devant. Sauf que derrière, le duo Santana-Natureza va déclencher encore le Full Metal Phantom, et donc, alors, on connaît la puissance de ce tir maintenant, ils vont certainement marquer. Sauf que Kals se sacrifie. Voilà, bon, je vous rassure, il va se relever, il est très résistant, Kals. Mais voilà, il se résiste, il encaisse ce terrible tir en pleine poitrine. Par la suite, ça va être un match assez serré, les Brésiliens vont continuer à dominer, sauf que sur une contre-attaque. Schneider va se retrouver en position de tir,
Et bon, quand on sait la passoire qui est désormais Salinas, on sait qu'il y a gros danger, et Radonga va se jeter la tête première pour contrer le tir. Vous voyez que Radonga aussi est un sacré client défensivement. Le ballon va arriver tout doucement dans les bras de Salinas, bravo à lui, ça lui fait au moins un arrêt dans le match. Et Radonga se retrouve au sol, la tête ensanglantée, mais ça l'a vraiment motivé. Voilà, il va même engueuler Rivaol en lui disant « Mais réveille-toi, tu n'es pas à 100% pour l'instant, tu ne donnes pas tout ce que tu as. On a l'impression que tu veux vraiment perdre ce match pour jouer contre le Japon en 8e de finale. » Mais Rivaol va lui dire « Non, je pense qu'il ne faut pas se presser dans un match, il faut savoir être patient, voilà, la précipitation ne donne pas toujours des résultats. » Radonga est quand même très motivé, il se fait bander la tête et il part lui-même à l'attaque, ballon au pied, sauf qu'il se fait rapidement, vous le voyez en bas à gauche, prendre le ballon par un Allemand. Ah oui, parce que, bon, ça prouve aussi que Radonga est très fort défensivement, mais un peu plus limité offensivement. Mais derrière, Rivaol récupère le ballon que venait de perdre Radonga. S'ensuit une action brésilienne qui va amener à un corner pour les Brésiliens. Là, on voit Rivaol et Radonga parler tactique. Et Radonga, qui reste toujours un gros leader dans l'équipe du Brésil, va demander à tous les Brésiliens d'aller dans la surface pour tenter le tout pour le tout sur ce corner. Le premier corner ne va rien donner, en fait. Ça va faire une très belle action, ça vous pouvez le voir dans la version longue du match. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est le deuxième corner que Roberto Carlos va décider de tirer direct, cette fois-ci, avec son fameux tir du pied gauche. Le ballon est dans la lucarne opposée, Müller se détend pour essayer de l'avoir, il est presque sur le ballon, mais voilà, il arrive quand même par un mouvement du poignet à sortir le ballon de la lucarne, mais le tir est tellement puissant qu'il rentre dans la cage. Et là, vous voyez en bas que le premier arrivé sur le ballon, c'est Rivaol, qui va réussir à contrôler le ballon. Il se retrouve dans la surface, entouré de joueurs, donc il ne peut pas tirer, il n'y a pas de place pour tirer. Donc il va décider de faire une percée de dribble incroyable dans la surface. Les Allemands ne peuvent pas l'arrêter de façon licite, donc ils vont faire une faute sur lui. Ils vont tenir son maillot. Donc ils vont sauver le but, mais éviter le but, mais voilà, ils font tomber Rivaol, et l'arbitre n'hésite pas une seconde et va siffler penalty. Là, Müller se dit, jusqu'à maintenant, dans tout le match, Rivaol a tiré du côté de ma main blessée, donc je pars à gauche, du côté de ma main blessée. Sauf que Rivaol est très malin, et va tirer à l'opposé, et va marquer un but. Donc, en prenant contre-pied Müller, ça fait 4-4. Donc là, Rivaol avoue que s'il n'a pas laissé filer le match, en fait, c'est pour une raison, c'est parce que c'est que Radonga lui a donné le brassard. À partir du moment où il a eu le brassard, pour Rivaol, la situation était claire, il ne voulait pas gâcher les efforts de son équipe. Toute son équipe s'était battue pour essayer de remonter, notamment Radonga, Natureza et Santana. Donc c'était sa responsabilité de se donner à 100%. Sur ce, Schneider va récupérer le ballon dans les filets et va tenter une dernière action en tirant du centre du terrain. Ça va être encore une très belle action, mais ça ne va rien donner. Et le match va se terminer sur un sublime 4-4. Et encore, vous avez vu qu'une toute petite partie, il y a beaucoup de belles actions que vous n'avez pas vues dans ce court résumé. Bilan de ce magnifique match, du moins pour Radonga, on a vu que c'est un joueur qui est quand même un petit peu en retrait, un tout petit peu par rapport à Santana, Natureza, dans le match, dans la version complète, hein, je veux dire, hein, pas dans ce que vous avez vu. Il est un petit peu en retrait, mais on le voit beaucoup, il a un rôle très important de meneur, il est très très fort défensivement, et heureusement, parce que Casagrande, Alberto et Salinas, c'est devenu complètement nul, donc s'il n'y avait pas eu Radonga, ça a été le naufrage complet, un peu plus limité offensivement, et je dirais que Radonga, en fait, dans ce match, on a vu, c'est une sorte de Caltz brésilien, mais un peu plus charismatique, et surtout, un peu plus, avec plus d'influence sur l'équipe, hein. C'est beaucoup plus un meneur que Caltz. Pour terminer cette vidéo, puisque, voilà, on va s'arrêter là, puisque dans le manga, on ne revoit plus le Brésil pour l'instant, hein. Il faudra attendre un peu longtemps. On fait un bilan quand même sur les groupes, là vous voyez le résultat de chaque groupe, les qualifiés, la France, le Mexique, l'Espagne, l'Amérique. Bon, là, vous pouvez même voir les tableaux avec les résultats. Le Brésil finit premier à la différence de but. Hein. Ils ont 7 points tous les deux. Après les poules, on voit les tableaux. Le Brésil va affronter l'Argentine, je pense, et je croise les doigts pour que Takahashi nous fasse un résumé complet. Ça va être assez extraordinaire. France-Amérique, bon, on ne va pas le voir, hein, c'est un nul. Mais on aura une belle demi-finale, je pense, Brésil-France. Japon-Allemagne, c'est actuellement dans le manga. On est à la fin du match, hein. Il reste très peu de temps, je ne vous spoil pas le résultat ou quoi que ce soit, mais on est en train de faire ça. Et Espagne-Mexique a déjà eu lieu dans le manga, mais ça je ne vous en parle pas si vous ne voulez pas avoir le résultat de ce match-là. Je vous en parlerai bientôt, certainement dans une vidéo sur l'histoire d'Espadas.
Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, très longue vidéo, j'espère que ça vous a quand même intéressé, que vous êtes resté jusqu'au bout. Prochaine vidéo sur les villes, je vous l'ai dit. D'ici là, pour être au courant de la sortie de cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, suivez-moi sur Twitter, je mets plein d'infos intéressantes sur le manga et sur le jeu Captain Tsubasa Dream Team, donc il y a le lien, et je vous dis à très bientôt pour une vidéo dans le coin de Tsubasa. Ciao.